Le crépuscule sur Paris en 1943 n'était pas un voile romantique, mais une cape épaisse tissée de cendres et de silence, ponctuée seulement par le pas cadencé des bottes et le souffle rauque des sirènes lointaines. Les réverbères, tamisés par des abat-jours d'ombre, projetèrent des halos anémiques sur les boulevards haussmanniens dont la majesté semblait désormais une coque vide hantée par des spectres. Les files d'attente pour la miche de pain ou le ersatz de café s'étiraient, serpentant devant des affiches de propagande où le maréchal Pétain, visage impassible, promettait un ordre nouveau. Chaque visage croisé dans la rue portait les stigmates d'une fatigue ancienne, d'une résignation polie, mais aussi, pour qui savait voir, l'étincelle d'une défiance têtue, une flamme secrète sous le vernis de l'apathie. Au cœur de cette ville en sourdine, l'église Saint-Étienne-du-Mont, avec ses gargouilles veillant sur les toits penchés du quartier latin, offrait un îlot de lumière et de sérénité. L'abbé Dubois, silhouette élancée sous sa soutane usée, célébrait la messe du soir. Sa voix, grave et mélodieuse, emplissait la nef d'une paix presque subversive. L'espérance, mes frères et sœurs, n'est pas d'un vain mot, mais l'acte de foi le plus radical face à l'obscurité. La dignité humaine, inaliénable, réside dans notre capacité à la chérir, même lorsque tout autour de nous conspire à l'anéantir. Ces paroles, si simples, portèrent le poids d'une double interprétation, un baume pour les âmes meurties, un appel silencieux pour ceux qui comprenaient. Il côtoyait ses paroissiens avec une empathie qui n'était jamais feinte. Une vieille femme, le visage ravagé par un deuil récent, trouvait dans son regard une compréhension sans mots. Un jeune homme, le col relevé et les yeux fuyants, recevait une poignée de main ferme, un salut qui pouvait signifier bien plus qu'une bénédiction. Et puis, il y avait ces gestes discrets, presque imperceptibles. Un petit sac de haricots secs glissé dans le panier d'une veuve trop fière pour demander, un quignon de pain donné à un enfant dont les yeux trahissaient la faim. C'était son rôle public, sa couverture immaculée, l'abbé Dubois, pasteur d'âme, figure inoffensive et respectée. De retour au presbytère, une modeste chambre voûtée où l'odeur du livre ancien le disputait à celle de l'encens froid, la transition était abrupte. Des étagères chargées d'ouvrages théologiques, des icônes byzantines au regard perçant, mais aussi, sous un drap négligemment posé, la ligne parfaite d'une carte d'état-major de Paris, constellée de points rouges et bleus. Sa routine après la messe était une litanie sacrée et profane mêlée. Prière, lecture des psaumes, puis une vérification rapide d'une cache murale dissimulée derrière un Christ en ivoire. Son doigt effleurait un minuscule récepteur radio, un papier huilé, révélant un chiffre complexe. Un bref coup d'œil à un journal clandestin, les yeux scrutant entre les lignes les vérités cachées. L'attention, invisible à l'œil nu, était palpable, la compagne silencieuse de sa double vie, un nœud d'acier sous la soie de sa foi. Le signal vint 3 jours plus tard, subtil comme un soupir dans le vacarme feutré de l'occupation. Un motif particulier de craie dessiné sur un réverbère du boulevard Saint-Germain, la vitrine d'un antiquaire affichant un livre précis, l'air de rien. Il était l'heure. Dubois, devenu une silhouette indistincte parmi les ombres grandissantes, s'engouffra dans le labyrinthe des ruelles du quart latin. Chaque pas était mesuré, chaque regard analysé. Les patrouilles allemandes, visages impassibles sous leurs casques à pointe, croisaient son chemin sans le voir, son allure de prêtre sans hâte, presque transparente, le camouflant mieux que n'importe quel déguisement. Il était le fantôme de l'ordinaire. Le contact eut lieu dans un café dont l'enseigne, le hibou noir, ne promettait guère de lumière, tenue par Madeleine, alias la cafetière, une femme au visage rond et accueillant, mais dont les yeux, derrière le comptoir, brillaient d'une intelligence perçante et d'une lassitude profonde. La chaleur d'un poêle à bois et l'odeur du tabac à pipe masquaient les conversations chuchotées. Simone, l'alouette, était déjà là, assise à une table isolée, l'air aussi désinvolte que sa jeunesse le lui permettait. Elle n'avait pas plus de 20 ans, mais la détermination de ses yeux sombres démentait l'innocence de son sourire. Entre ses mains, un bouquet de fleurs fanées, un choix délibéré pour ne pas attirer l'attention. Elle le lui tendit avec un geste qui semblait banal. « Mon père, ces fleurs sont pour l'autel, je suppose, » dit-elle d'une voix douce, mais dont la vivacité laissait entendre une urgence sous-jacente. Dubois prit le bouquet, son pouce effleurant un pli dissimulé dans le papier d'emballage. « Elles sont exquises, ma fille, Dieu vous le rende. » Son regard croisa celui de Madeleine qui essuyait un verre et il y lut une inquiétude nouvelle. Simone s'approcha légèrement, baissant la voix. « Le vent tourne, mon père. De nouvelles patrouilles dans le 5e. Et le petit Henri,
Il n'est pas rentré depuis 2 jours. Personne ne sait où il est. Henri, un contact mineur, un fil fragile du réseau. Sa disparition jetait une première ombre sur le réseau, un frisson de vulnérabilité. De retour dans la solitude monacale de son presbytère, l'abbé Dubois déchiffra le message. Il confirmait l'arrivée imminente d'un colis précieux. Un agent allié parachuté, sans doute, avec des informations vitales ou du matériel, et annonçait un code d'urgence pour la semaine prochaine, lié à une opération d'une ampleur inédite. Mais l'information de Simone sur la disparition d'Henri était un poison lent qui se répandait. Une faille, une imprudence, ou pire, une trahison. Le poids des responsabilités s'abattit sur lui, lourd comme les cieux de l'hiver parisien. Le danger grandissait, invisible mais palpable, s'immisçant dans les interstices de sa foi et de son devoir. Chaque âme qu'il tentait de sauver dans l'ombre était un pari risqué, une partie d'échecs où chaque pièce perdue était une vie. Et le jeu, il le sentait, venait de devenir plus personnel, plus amer. 3 jours s'écoulèrent dans une quiétude trompeuse, une paix superficielle que l'abbé Dubois ne pouvait ressentir qu'avec une appréhension grandissante. Chaque messe, chaque bénédiction, chaque mot de réconfort partagé avec ses paroissiens prenait une teinte plus sombre. Henri était toujours absent. Le silence de sa disparition était une mélodie dissonante, s'insinuant sous le chant des psaumes et les murmures des prières. Dubois guettait les signes, chaque ombre s'allongeant sur les pavés, chaque coup de sonnette. L'alerte vint un après-midi gris, alors qu'une fine pluie crachotait sur les toits de Paris. Simone, l'alouette, apparut discrètement à la bibliothèque paroissiale, prétextant chercher un ouvrage sur Saint-Augustin. Mais au lieu de cela, elle avait glissé un petit volume à l'envers sur une étagère, son dos tourné vers l'intérieur, le signal convenu pour une urgence absolue. Son visage, habituellement si vif, était marqué d'une pâleur inhabituelle et ses gestes trahissaient une tension qu'elle s'efforçait vainement de cacher. Plus tard, lors de la confession de fin de journée, sa voix, d'ordinaire enjouée, était un chuchotement à peine audible. « Mon père, j'ai péché par imprudence », murmura-t-elle, une phrase convenue pour indiquer l'urgence. « Mes pensées sont troubles, mon cœur lourd. J'ai rendez-vous avec un pécheur qui a grand besoin de rédemption, près de la Seine, là où l'eau emporte tout. » D'accord. Le nouveau rendez-vous était fixé pour la nuit tombée, sous les arches séculaires du Pont-Neuf, un lieu où les échos des pas se perdèrent dans le clapotis sombre de la Seine. Dubois, son col romain dissimulé sous un imperméable sombre, se fondit dans l'obscurité. Paris, à cette heure, était un théâtre d'ombres chinoises. Les rares réverbères projetaient des cercles pâles sur les quais glissants, tandis que la silhouette massive de Notre-Dame se découpait en majesté contre un ciel teinté de violine. Le silence n'était brisé que par le lointain roulement d'un train et le sifflement d'une péniche, autant de sons qui, paradoxalement, accentuaient l'impression d'isolement. Il croisa une patrouille tête de la Wehrmacht, le son des bottes clouées, claquant sur le quai, leurs lampes torches fouillant l'obscurité. Dubois baissa la tête, marmonnant une prière, et ils passèrent de sans s'arrêter, le prenant pour un inoffensif homme de Dieu. Sous l'arche la plus profonde, où l'humidité des pierres suintait une odeur de mousse et de fleuve, Simone l'attendait. Elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme massif, aux épaules larges et au visage taillé à la serpe, les yeux perçants comme des éclats d'obsidienne. C'était Jean-Luc, le fantôme, un chef de cellule respecté, connu pour son efficacité impitoyable et sa discrétion absolue. Son air était grave, le genre de gravité qui précédait les mauvaises nouvelles. « L'abbé, » commença Jean-Luc, sa voix rauque mais ferme. « La situation a basculé. Le colis précieux, il est tombé. » Le sang de Dubois se glaça. « Tombé ? Capturé ?» Simone, les mains serrées, hocha la tête. « Par les Allemands. Il y a eu un accrochage près de Vélizy. On a récupéré un message de détresse de dernière minute, brouillé mais suffisamment clair. Le nid est brisé. Les plans compromis. » Jean-Luc reprit, l'œil rivé sur la scène sombre. Le pire resta que le colis transportait des noms, des adresses, une liste de contacts, abbé. La Gestapo a ça entre les mains. Ils vont remonter la filière. Nous avons des raisons de croire qu'ils ont aussi une description assez précise de votre réseau, ou du moins de ses méthodes. Le mot « compromis » résonnait comme un glas funèbre. Ce n'était pas seulement un agent perdu, c'était un cratère béant dans le réseau, une autoroute ouverte pour l'ennemi. La Gestapo, avec les informations de cet agent, pourrait infiltrer, démanteler des cellules entières et traquer impitoyablement chaque maillon de la chaîne. Nous avons reçu un autre message il y a quelques heures,
continua Jean-Luc. Par un canal, inattendu. Un feu rouge pour la cafetière. Le dilemme s'abattit sur Dubois avec la force d'une vague glacée. Il connaissait le code du feu rouge. Abandon immédiat, urgence vitale, communication coupée. Madeleine, la chaleureuse Madeleine, dont le café était un sanctuaire, une boîte aux lettres et une safe house vitale, était en danger de mort. Son sacrifice devenait une nécessité implacable pour la survie des autres. Les Allemands connaissent déjà l'importance du café, dit Simone, la voix tremblante. Ils vont le surveiller, le pister ou pire, le vider. Le visage de l'abbé Dubois, sous la pâle lueur d'un réverbère lointain, était une mosaïque d'ombre. Son cœur, qui avait tant de fois prêché la miséricorde et la compassion, était désormais un champ de bataille où le devoir impitoyable de la guerre affrontait sa foi. Agir immédiatement signifiait exposer davantage de ses agents, risquer des vies innocentes, mais ne rien faire condamnait des dizaines, voire des centaines d'autres. Le poids des responsabilités qui pesaient sur ses épaules devint insupportable, étouffant. « Madeleine, murmura-t-il, sa voix étrangère. C'était le premier sacrifice concret, la première amputation douloureuse d'un corps qu'il avait aidé à construire. Un sacrifice nécessaire, oui, mais non moins déchirant. Ce n'était pas un pion perdu sur un échiquier, mais une âme, une amie, dont la vie était désormais en suspens, suspendue au fil ténu d'un espoir qu'il n'osait pas vraiment concevoir. « Coupez toutes les liaisons », ordonna-t-il enfin, sa voix retrouvant sa fermeté habituelle, celle du prêtre qui console, de l'homme qui décide. Préparez la cellule de repli et prévenez le hibou qu'une exécution de la plus haute importance a été ordonnée par l'État français. Nous ne pouvons pas les laisser remonter jusqu'à lui. La nuit parisienne avait drapé la ville d'un voile lourd, tissé de l'humidité des pavés et du crissement discret des feuilles mortes sous les bottes rares. Le murmure de la Seine, charriant les secrets du jour, semblait plus mélancolique que jamais. L'abbé Dubois, quittant l'entrefile du rendez-vous, sentait le poids de ses dernières paroles s'incruster dans chaque pore de sa peau, le glacer jusqu'à l'âme. Madeleine, la trahison nécessaire, le sacrifice impitoyable. Un prêtre ne prononce pas de condamnation à mort, pas même implicitement. Pourtant, il l'avait fait au nom d'une cause qui exigeait bien plus que des prières. Dans l'obscurité complice des rues du quartier latin, les réverbères, parcimonieux et voilés, peinaient à percer l'opacité. Chaque silhouette au loin, chaque craquement de gravier sous une semelle inconnue était une menace potentielle. Dubois marchait, le pas mesuré, la démarche irréprochable du clerc qui rentre à son presbytère, mais son esprit était un tourbillon. Il revoyait le visage de Madeleine, son sourire franc, ses mains robustes, offrant un café brûlant ou dissimulant un message crucial. Elle était le ciment silencieux de tant de micro-réseaux, le point de contact, la bouée de sauvetage. Et il venait de la jeter au loup. La survie du grand œuvre exigeait parfois ces amputations barbares. Il atteignit enfin la ruelle étroite menant à la cour de son église, une bulle de silence relatif où seul le vent faisait frissonner les feuilles d'un vieil arbre. Simone l'attendait déjà, adossée au mur froid, les mains cachées dans les poches de son manteau trop grand. Son jeune visage, habituellement si vif, était marqué par une fatigue prématurée et une anxiété palpable. Jean-Luc, l'ombre pragmatique, émergea des profondeurs du porche, sa silhouette se fondant presque dans la pierre. « Tout est en place, père, » dit Jean-Luc, sa voix basse et sans inflexion. « Les liaisons avec la cafetière sont coupées. Le plan de repli de l'Alouette est activé pour demain matin. » Il désignait Simone du Menton. « Et le hibou ?» demanda Dubois, sa propre voix grave, dépouillée d'émotions superflues. « Message transmis. Il sera prêt. » Simone déglutit difficilement. « L'abbé, est-ce qu'on ne pourrait vraiment rien faire pour Madeleine? Un avertissement? Une diversion? » L'espoir enfantin luttait dans ses yeux contre la dure réalité. Dubois la regarda, ses yeux sombres et lourds. L'Alouette, une diversion attire l'attention, et l'attention, en ce moment, est une mort certaine pour ceux qui restent. Nous devons créer un incendie ailleurs, un incendie qui les aveuglera suffisamment longtemps pour que d'autres puissent s'échapper des flammes. Le Bwehibou, c'était le nom de code pour une opération d'une toute autre ampleur, un acte de justice sommaire déguisé en châtiment public. La cible était le préfet de police, Paul Laval, un homme dont la zèle collaboratrice avait envoyé des centaines d'innocents vers les camps ou la mort. Son exécution par l'État français, une fiction absurde mais nécessaire, devait signifier que la résistance n'était pas seulement capable de se défendre, mais aussi de frapper au cœur de l'autorité vichysoise.
C'était un acte désespéré, mais vital pour la survie morale du réseau et pour semer la discorde chez l'ennemi. Le préfet Laval est une cible ambitieuse, observa Jean-Luc, une pointe d'appréhension dans son ton habituellement neutre. Les rues grouillant de patrouilles depuis l'affaire du Pont-Neuf. Précisément, rétorqua Dubois. C'est ce qui rend l'opération nécessaire et ce qui la rendra efficace si elle réussit. Le désordre est notre allié. Un coup pareil sera interprété comme un signe de force, pas de désespoir. Ils vont chercher une grande organisation, pas une petite cellule qui tente de se sauver. Il fit une pause, son regard lointain. Le préfet est un homme de routine. Ses déplacements sont connus. Il a une passion pour les antiquités. Un magasin particulier près des Halles où il se rend chaque jeudi après-midi. La semaine prochaine. Simone frissonna. Pas seulement à cause du froid. Le danger était palpable, imminent. Il ne s'agissait plus seulement d'un message, d'une cachette, mais d'une vie qui serait prise et de tant d'autres qui seraient nos remises en jeu pour la prendre. « Et si nous échouons ?» demanda-t-elle à peine audible. « Alors, ma chère Alouette, nous serons tombés en vol, » répondit Dubois avec une tristesse résignée. « Mais nous aurons essayé de détourner le regard des rapaces. » Il fit un signe de tête à Jean-Luc, puis posa une main paternelle sur l'épaule de Simone, un geste de réconfort qui était aussi un fardeau partagé. « Rendez-vous demain, au lever du jour, pour les derniers détails. Soyez invisibles. » Alors que Simone et Jean-Luc disparaissaient dans l'obscurité, l'abbé Dubois monta lentement les marches de son presbytère. Le silence de la nuit parisienne, jadis si apaisant, était désormais chargé d'une tension électrique. Il était le pasteur des âmes perdues et le chef d'une meute traquée, un homme de Dieu forcé de devenir un arbitre de la vie et de la mort. Et à chaque pas, le visage de Madeleine le hantait, un fantôme accusateur dans le sanctuaire de sa conscience. Le temps était compté, et les choix devenaient de plus en plus sombres. Les jours suivants furent un ballet macabre, une danse macérée de préparatifs et d'attentes. Paris, sous un voile persistant de bruine hivernale, semblait retenir son souffle. Les avenues grises, parées de leurs platanes dénudés, résonnaient des bottes martelantes des patrouilles allemandes, devenues omniprésentes. La ville était une bête blessée, ses habitants des ombres furtives glissant entre les murs des immeubles haussmanniens, scrutés par des yeux indifférents ou hostiles. Dans un entrepôt désaffecté près de la Seine, l'équipe de Jean-Luc affinait les derniers détails. Chaque homme était un rouage silencieux dans la machine de l'embuscade. Les armes, des pistolets aux silencieux rudimentaires et des couteaux aiguisés, étaient allés vérifier les plans tracés sur une carte froissée. L'air était épais de la sueur froide de la peur et de la détermination. Les visages étaient crispés sous les cagoules improvisées, seuls les yeux, brillants et intenses, trahissaient l'humanité sous le masque de la guerre. Jean-Luc, le fantôme, donnait ses ordres d'une voix basse, presque murmurée, ses gestes précis comme ceux d'un horloger réparant un mécanisme délicat et mortel. Pas de bavure, pas un mot de trop. Le préfet est un trophée, pas une victime inutile. La discrétion est notre meilleure arme. Pendant ce temps, l'abbé Dubois, dans le sanctuaire relatif de son presbytère, officiait ses heures canoniques. Les pages jaunies de son bréviaire défilaient sous son pouce, mais ses yeux ne distinguaient pas les mots sacrés. Son esprit était sur les pavés humides de Paris, calculant les secondes, imaginant les mouvements, anticipant les répliques. Il était un homme en prière pour les vivants, mais aussi pour les âmes qu'il s'apprêtait à précipiter dans l'abîme. La tension invisible était un nœud serré au creux de son estomac. Le jeudi matin arriva, lourd et silencieux. À l'heure dite, la petite berline noire du préfet s'engagea dans la ruelle étroite menant à la boutique d'antiquités. La pluie fine avait cessé, laissant les rues luisantes comme des miroirs déformants. À peine le préfet eut-il posé le pied à terre qu'un fourgon de livraison, jusque-là immobile, surgit, bloquant l'avant de sa voiture. Les portières s'ouvrirent à la volée. En un clin d'œil, des ombres masquées encerclèrent le préfet et son chauffeur. Un coup de crosse assomma le chauffeur, avant même qu'il n'eût le temps de crier. Le préfet, saisi et bâillonné, fut propulsé brutalement dans le fourgon. L'opération fut d'une efficacité glaçante, un ballet de violence chorégraphié au millimètre. En moins de 30 secondes, le fourgon redémarrait, se fondant dans la circulation dense comme une goutte d'eau dans l'océan, laissant derrière lui une scène de désordre éphémère et le corps inerte du chauffeur. Presque instantanément, comme si l'air lui-même avait crié, les sirènes déchirèrent le silence. La ville,
qui avait un instant retenu son souffle, exhalait désormais un hurlement d'alarme. Les gyrophares rouges et bleus zébraient les façades sombres. Des barrages surgissaient au carrefour. Le commandant Albrecht von Richter, alerté, entra dans une rage froide et calculatrice. Cet enlèvement audacieux et direct était une gifle au visage de l'autorité allemande. « Qu'il fouille chaque égout, chaque mansarde !» donna-t-il à ses officiers. « Je veux ce préfet retrouvé et leur responsable pendu place de la Concorde avant le crépuscule. » La chasse à l'homme était lancée, impitoyable. Des patrouilles renforcées, des vérifications d'identité incessantes, des interrogatoires musclés se multipliaient, transformant Paris en une souricière géante. L'inspecteur Valois, au 36 quai des Orfèvres, sentait la pression croître de manière insupportable. Les Allemands le pressaient, et ses propres supérieurs, collaborateurs zélés, hurlaient à l'incompétence. Il interrogeait des suspects mineurs, des figures de la pègre parisienne, d'anciens contacts de Madeleine. Les noms des habitués de « la cafetière » remontaient bien parfois à la surface des fiches de renseignement. Son visage reflétait une lassitude profonde, mais ses yeux, eux, balayèrent les visages avec une intensité qui semblait chercher autre chose que des aveux faciles. Chaque question était une lame fine, glissant entre le devoir et une ambiguïté personnelle de plus en plus lourde. Le réseau était à vif, chaque contact une étincelle potentielle pour une explosion. Quelques heures plus tard, l'abbé Dubois, affublé d'une longue cape élimée et d'un feutre tiré sur les yeux, se glissa dans une cachette reculée, une cave humide et froide sous un immeuble délabré du 13e arrondissement. L'odeur de moisi et d'humidité imprégnait l'air. Le préfet était là, ligoté à une chaise, les yeux bandés mais la rage contenue transparaissant de tout son être. Son visage boursouflé par la peur et l'indignation était un tableau de détresse impuissante. Jean-Luc et Simone se tenaient en retrait, veillant. Dubois s'approcha. Il retira délicatement le bandeau des yeux du préfet. L'homme cligna des paupières, puis ses yeux injectés de sang fixèrent la silhouette sombre devant lui. « Qui êtes-vous, sacrilège ?» cracha le préfet, sa voix rauque mais pleine d'une morgue persistante. « Vous croyez pouvoir vous en tirer ? Je suis le bras de la loi. La République n'oublie pas ses ennemis. » Dubois ôta lentement son feutre, révélant ses cheveux grisonnants et son visage aux traits fins, étrangement apaisé malgré la gravité du moment. « Le bras de la loi, dites-vous, monsieur le préfet ?» La voix de Dubois était douce, mais chaque mot résonnait avec la certitude du couperet. « Quelle loi ? Celle qui livre des innocents aux bourreaux, celle qui ordonne l'exécution de citoyens français pour un morceau de pain ?» Le préfet tressaillit en reconnaissant le prêtre. L'abbé Dubois. « C'est vous, un homme d'église, vous êtes un traître, vous souillez votre soutane. Et vous, monsieur le préfet, vous avez souillé la vôtre en collaborant avec l'ennemi. Collaboration ? Je sers l'ordre, la stabilité. Sans moi, sans nous, c'est l'anarchie. Et vous, vous êtes la lie, les terroristes, les assassins. Vous savez ce qu'il adviendra de vous, de vos complices ? Le préfet rit un rire sec, amer. On vous pendra, abbé. Et votre réseau ? Ah, votre réseau ? Les petites mains qui tricotent moi les complots dans les arrière-salles de café. Il pencha la tête, un sourire narquois étirant ses lèvres. Madeleine, par exemple. Une femme de cœur, n'est-ce pas ? Toujours prête à rendre service. J'ai eu quelques rapports la concernant. Des indiscrétions. Le coup portait et il le savait. Dubois sentit son sang se glacer. Les indiscrétions de Madeleine, le préfet connaissait. Il avait la pièce maîtresse, la clé de voûte de leur vulnérabilité. « Vous savez des choses sur elle, n'est-ce pas ?» continua le préfet, jubilant légèrement. « Oh, pas grand-chose, quelques rumeurs, des visages aperçus. Mais pour le SD, ce serait amplement suffisant. Imaginez les conséquences si je disparaissais sans que ces informations ne soient rendues publiques. » Il se pencha en avant, un regard suppliant se mêlant à la menace. « Laissez-moi partir, abbé, je garderai le silence. Je ne dirai rien de ce que j'ai vu ou entendu. Et vos amis, ils ne seront plus inquiétés. Je peux même les aider. Je suis bien placé, vous savez. Je peux les prévenir, détourner l'attention. Réfléchissez. Vous êtes un homme de Dieu, pas un bourreau. » Le silence retomba, pesant comme un linceul. Le dilemme était là, brutal, inéluctable. La voix du préfet résonnait dans la conscience de Dubois, un écho de tentation et de compromis. Exécuter cet homme, c'était assurer la survie du réseau, détourner l'attention de Madeleine, protéger des dizaines de vies. C'était aussi franchir une ligne irréversible, tacher son âme d'une encre indélébile. Mais le laisser vivre, c'était risquer l'effondrement de tout ce qu'ils avaient bâti. C'était condamner Madeleine et potentiellement des innocents à la merci du SD et des renseignements du préfet. Dubois sentait le froid de la cave remonter ses jambes, s'insinuer dans ses os.
Il était le berger d'un troupeau perdu, le pasteur d'un Paris en souffrance. Mais, à cet instant, il était surtout un homme seul, confronté au choix ultime entre sa foi et sa mission, entre la damnation personnelle et la survie collective. Le visage de Madeleine, spectral, hantait les recoins sombres de la cave. Son sacrifice, sa rédemption, tout dépendait de cette décision, de cette vie qu'il tenait entre ses mains tremblantes. Le point de non-retour était atteint. Le silence retomba, pesant comme un linceul. Le dilemme était là, brutal, inéluctable. La voix du préfet résonnait dans la conscience de Dubois, un écho de tentation et de compromis. Exécuter cet homme, c'était assurer la survie du réseau, détourner l'attention de Madeleine, protéger des dizaines de vies. C'était aussi franchir une ligne irréversible, tacher son âme d'une encre indélébile. Mais le laisser vivre, c'était risquer l'effondrement de tout ce qu'ils avaient bâti, c'était condamner Madeleine et potentiellement des innocents à la merci du SD et des renseignements du préfet. Dubois sentait le froid de la cave remonter ses jambes, s'insinuer dans ses os. Il était le berger d'un troupeau perdu, le pasteur d'un Paris en souffrance. Mais à cet instant, il était surtout un homme seul, confronté au choix ultime entre sa foi et sa mission, entre la damnation personnelle et la survie collective. Le visage de Madeleine, spectral, hantait les recoins sombres de la cave. Son sacrifice, sa rédemption, tout dépendait de cette décision, de cette vie qu'il tenait entre ses mains tremblantes. Le point de non-retour était atteint. La décision, quand elle vint, fut sans appel. Non pas une explosion de colère, mais une résignation glacée, la certitude amère d'un choix qui n'en était pas un. Dubois écarta les dernières paroles du préfet, un murmure inaudible de terreur, une dernière tentative de marchandage, d'un mouvement de la main. « Je suis désolé, dit-il, et la voix qui sortit de sa gorge sembla appartenir à un étranger. Il n'y a pas d'autre voix. » Jean-Luc, silencieux comme l'ombre, ne montra aucune émotion. Son visage était celui d'un chirurgien face à une opération nécessaire. Il s'approcha du préfet et la suite fut rapide, d'une efficacité brutale qui ne laissait aucune place au doute ni au repentir. Un mouvement sec, précis, un craquement à peine audible et le corps s'effondra, lourd et inerte, dans la poussière de la cave. Dubois ne détourna pas le regard. Il força ses yeux à rester ouverts, à absorber chaque détail de la scène, comme pour payer son dû, pour imprimer dans sa chair la marque de ce qu'il venait d'ordonner. Il sentit le goût du fer et de la cendre dans sa bouche. Les hommes de Jean-Luc, des spectres silencieux, se mirent au travail. Le corps fut enveloppé dans une bâche, des outils apparurent, et en quelques minutes, la terre humide du sous-sol de Paris commença à s'ouvrir. Il n'y aurait aucune trace. L'abbé Dubois, pasteur respecté, venait de commanditer son premier meurtre. La marche de retour vers Saint-Étienne-du-Mont fut un chemin de croix. Les pavés luisants sous la faible lumière des réverbères parisiens semblaient se dérober sous ses pieds. L'air froid de la nuit, d'habitude si pur, charriait désormais le relent métallique du sang et le parfum lourd de la terre fraîchement remuée. Chaque pas résonnait non seulement sur le macadam mouillé, mais aussi dans les profondeurs de son âme. Paris, la belle endormie, gardait son masque d'indifférence, mais sous cette façade, des horreurs silencieuses s'étaient jouées, et il en était désormais l'artisan. De retour au presbytère, il se laissa tomber sur la chaise près de sa table, le missel ouvert devant lui. Il tenta de prier. Les mots de la prière décomplis, d'habitude un baume apaisant, se brisaient sur ses lèvres. Des tessons d'une foi soudainement ébréchée. Il chercha la présence de Dieu mais ne trouva qu'un vide abyssal, un écho froid de son propre acte. La ligne avait été franchie. Il n'était plus seulement un homme de foi, il était aussi un instrument. La disparition du préfet ne passa évidemment pas inaperçue. Dans les salons feutrés de la collaboration, les rumeurs gonflaient, des murmures de complots internes à la préfecture, de règlements de comptes mesquins. Mais au siège du Sicherheitsdienst, le commandant Albrecht von Richter était moins dupe. Son esprit méthodique et impitoyable se refusa à une explication aussi simpliste. Un homme de cette envergure ne s'évapore pas dans l'air de Paris sans laisser de traces, déclara-t-il à son adjoint, tandis qu'il observait par la fenêtre de son bureau la grisaille matinale envahir les toits. Une exécution, clairement. Reste à savoir qui avait le plus à gagner. La résistance, ou nos amis français qui se chamaillent pour les miettes du pouvoir. Il tapota du doigt une carte de Paris, le coin du quartier latin particulièrement marqué. Je crois que nos résistants deviennent audacieux, trop audacieux. Pendant ce temps, l'inspecteur Valois, au service de la préfecture, menait son enquête sur la disparition.
Sous l'œil du SD, il devait faire preuve de zèle, mais son attitude restait curieusement ambiguë. Quelques jours plus tard, il fit une visite impromptue au café de Madeleine, l'air décontracté, presque amical. « Mademoiselle Madeleine, toujours aussi charmante et discrète, commença-t-il, buvant une gorgée de son café. On m'a rapporté quelques petites indiscrétions, des rumeurs, des fréquentations un peu trop variées, disons. Rien qui ne mérite une convocation au SD, bien sûr. Mais il est toujours sage d'être prudent, n'est-ce pas ? Surtout en ces temps incertains. Certains personnages ont la fâcheuse habitude de disparaître et leurs relations de se retrouver dans l'embarras. Madeleine, le visage impassible, lui sourit avec une politesse glaciale. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, inspecteur. Mon café est un lieu public, tous les Parisiens y sont les bienvenus. » Valois la regarda fixement, ses yeux trahissant une intensité qui détonnait avec son ton léger. « Bien sûr, mademoiselle, mais certains Parisiens sont plus dangereux que d'autres. Gardez cela à l'esprit. Et si vous entendez parler de quoi que ce soit d'inhabituel, vous savez où me trouver. La discrétion est une vertu, mais la prudence est une nécessité. » Il laissa quelques francs sur le comptoir et quitta le café, laissant derrière lui une atmosphère lourde de non-dits. Plus tard dans la soirée, dans la pénombre d'un atelier d'artistes désaffectés, Dubois rencontra Jean-Luc et Simone. Le colis précieux, l'agent allié, avait été exfiltré en lieu sûr, une petite victoire au milieu de la tourmente. Mais l'ambiance était tendue. Simone, les yeux cernés, rapporta un renforcement des patrouilles allemandes, des rafles plus fréquentes dans le quartier. « Ça sent le soufre, abbé », murmura-t-elle, son habituelle vivacité voilée par la peur. « Ils sont sur les dents. » Jean-Luc, lui, analysait la situation avec sa froide logique habituelle. La disparition du préfet a créé un vide. Von Richter ne sait pas s'il doit chercher un ennemi interne ou externe. C'est un couteau à double tranchant. Ça nous donne un peu de répit, mais ça le rend d'autant plus dangereux. Il va frapper, et fort. Dubois, le visage émacié, regarda les deux jeunes gens. Il sentait le poids de sa décision passée et le fardeau de celles à venir. Le goût des cendres était toujours là, mais à présent, il était mêlé à une détermination nouvelle, plus dure. L'étau se resserrait. Il n'était plus question de se cacher, de réagir. Il fallait frapper, et frapper le premier, là où von Richter s'y attendait le moins. La conviction qu'il s'agissait du début d'une confrontation bien plus vaste, inévitable, s'ancra en lui. Le parfum de la peur, si particulier et entêtant, se répandait de nouveau sur Paris. Les rafles s'intensifiaient, brutales et indiscriminées, déchiquetant le tissu social déjà fragile. Des camions de la Wehrmacht sillonnaient plein les rues, leurs phares perçant l'obscurité comme des yeux prédateurs. Chaque silhouette furtive dans l'ombre des porches pouvait être une proie. Chaque porte qui claquait résonnait comme un coup de fusil. Dans son bureau de la rue des Saussets, le commandant von Richter ne laissait transparaître aucune de ses pensées. Ses mains, aux doigts longs et fins, étaient jointes sur son bureau immaculé, ses yeux d'un bleu glacial fixant une carte de Paris épinglée au mur. L'absence du préfet lui avait été signifiée par Berlin avec une froideur exaspérante. Son échec était palpable et von Richter détestait l'échec. L'hypothèse d'une opération interne, d'un acte isolé, l'irritait encore plus. Non, c'était le réseau. Il en était certain. Il n'avait fait qu'effleurer la surface de cette hydre. Il allait la débusquer, quitte à ravager un quartier entier. Il avait choisi sa proie. Pas un poisson lanterne, mais un point névralgique. Un lieu de rencontre connu pour sa discrétion et son rôle de boîte aux lettres pour les moins visibles du réseau. Le bar des Innocents, non loin des Halles, dont la tenancière, une certaine Madeleine, avait l'habitude de servir le café aux voyous et aux fantômes. C'était trop évident pour être la tête de l'hydre, mais parfait pour y jeter un appât empoisonné. Une descente massive, ordonna-t-il à un subordonné tremblant. À l'aube, demain, bloquez toutes les rues adjacentes. Pas un rat ne doit s'échapper. Et ramenez-moi la tenancière. Je veux la voir personnellement. Un sourire fin, presque invisible, effleura ses lèvres. Il la briserait. Ils craqueraient, tous. L'abbé Dubois, lui, ne dormait plus que par intermittence. Les rues du matin, avant que le tumulte de l'occupation ne reprenne ses droits, étaient son refuge et son champ d'observation. Il traversa le pont Neuf, le vent frais de la Seine lui fouettant le visage, nettoyant l'air lourd de ses pensées. Le brouillard s'accrochait encore au toit de la cité, donnant à la cathédrale Notre-Dame une silhouette fantomatique, presque irréelle. Paris, même sous l'uniforme gris-vert, restait une énigme magnifique, une promesse de liberté muselée. C'est sur l'île de la Cité, près de la place Dauphine, qu'il eut sa rencontre habituelle. L'inspecteur Valois, les épaules voûtées, faisait semblant d'admirer les platanes.
Leur échange fut bref, comme toujours. « L'air est lourd ce matin, mon père, » dit Valois, sans le regarder, le regard perdu vers le fleuve. « On annonce des orages. » Dubois comprit. « Un orage, une rafle. »« Les âmes en ont besoin, inspecteur. La pluie lave les péchés. »« Où révèlent les traces ?» répliqua Valois, un filet de voix. « On parle d'un grand nettoyage de printemps, dans le quartier des Halles. Il paraît que certains oiseaux de nuit devraient rester chez eux. » Il y avait une pointe de dérision dans sa voix, mais aussi un avertissement clair. Valois savait. Et pour une raison qui échappait encore à Dubois, il choisissait de parler. L'inspecteur, c'était une énigme supplémentaire, une zone grise dans le noir et blanc de l'occupation. Un collaborateur qui, parfois, laissait entrevoir une autre facette, celle d'un homme piégé, peut-être, ou d'un cynique qui aimait brouiller les pistes. De retour au presbytère, la nouvelle fut confirmée par Simone, qui, l'alouette blessée, avait échappé de peu à une patrouille renforcée près des Halles. Elle était pâle, ses yeux trop grands. Des agents infiltrés dans un réseau voisin ont vendu la mèche à B. Von Richter va frapper Madeleine au bar des Innocents, à l'aube. Jean-Luc écouta, le visage fermé. C'est un piège. Von Richter n'est pas idiot. Il veut que quelqu'un vienne la chercher, ou qu'on panique. C'est précisément pour cela qu'il faut agir, dit Dubois, sa voix grave, dénuée de toute hésitation. La confession de Valois, l'alerte de Simone, tout s'alignait. Von Richter ne se contenterait pas de Madeleine. Il voulait la tête de réseau, ou du moins une pièce maîtresse. Mais Dubois avait aussi une carte à jouer. « Nous n'allons pas l'éviter, » poursuivit Dubois, regardant Jean-Luc. « Nous allons la transformer. Ce grand nettoyage va servir à une autre fin. » Les yeux de Jean-Luc s'illuminèrent d'une lueur froide et calculatrice. « Vous voulez dire profiter du chaos ? » « Oui. Von Richter va éparpiller ses forces, concentrer son attention sur les Halles. C'est le moment d'un autre type de nettoyage. » Il déplia la carte, son doigt pointant non pas vers les Halles, mais vers le 7e arrondissement, un quartier d'ambassade et de ministère, là où l'appareil de Vichy continuait de fonctionner avec une obscénité tranquille. Le nouveau préfet, le remplaçant du précédent, celui que la résistance ne connaissait pas encore mais que l'État français a ordonné de retirer, il doit prendre ses fonctions officielles après-demain. Son bureau se trouve dans l'ancienne annexe du ministère de l'Intérieur. Sa sécurité sera affaiblie par la diversion des Halles. C'est une opportunité que nous ne reverrons pas. Simone halta. Mais c'est une mission suicide, abbé. Toutes nos missions le sont, l'alouette. Mais celle-ci était nécessaire. Von Richter s'attend à une réaction de défense. Nous allons lui offrir une attaque, une qui marquera les esprits. Jean-Luc hocha la tête, un sourire amer aux lèvres. Un coup de maître. Il sera trop occupé à chercher des rats pour voir le loup. Dubois sentit une vague de froid l'envahir. Le loup. C'était ce qu'il était devenu. L'ecclésiastique avait fait place à l'homme d'action, et chaque décision alourdissait son âme. Il leva les yeux vers le crucifix sur le mur. Les prières lui semblaient plus amères, plus chargées. Le pardon, une chimère. Mais la liberté de son pays, elle, n'était pas négociable. La partie venait de changer de dimension. Ils n'étaient plus seulement pourchassés, ils étaient des chasseurs. La décision de l'abbé Dubois résonnait dans le silence du presbytère comme la chute d'un couperet invisible. Jean-Luc avait quitté les lieux, un sourire glacé sur les lèvres, son esprit déjà tourné vers la planification chirurgicale de l'opération. Simone, les yeux élargis par le mélange d'effroi et d'admiration, avait promis de coordonner les informations et de préparer les exfiltrations. Dubois était resté seul, la carte de Paris encore dépliée devant lui, le 7e arrondissement s'étalant comme une cible. Les heures qui suivirent furent un lent chemin de croix. Dubois célébra les offices avec la même ferveur apparente, ses sermons teintés d'une gravité nouvelle, tandis que son esprit cartographiait chaque ruelle, chaque patrouille, chaque ombre. Le Paris de 1943 se parait des couleurs de l'automne, les feuilles rousses jonchèrent les trottoirs mouillés et l'air froid pinçait les joues. Mais sous cette beauté mélancolique, la ville frémissait d'une tension palpable. Les rumeurs du grand nettoyage imminent dans les Halles s'étaient répandues, créant une atmosphère de panique silencieuse. Les visages des Parisiens étaient marqués par l'appréhension, le moindre bruit de bottes allemandes faisait sursauter. Le soir précédant l'opération, Madeleine, la cafetière, lui apporta des informations cruciales sous couvert d'une livraison de charbon. Son regard était grave. L'inspecteur Valois a été vu autour du bâtiment du préfet cet après-midi, dit-elle à voix basse en remuant le sucre dans sa tasse. Il avait l'air pensif.
Il a demandé à un jeune agent combien de patrouilles couvriraient le secteur demain et l'a fait répéter 2 fois. Dubois leva les yeux, un éclair d'intérêt traversant son visage. Valois, l'ambigu. Collaborateur de façade, mais dont les silences avaient parfois parlé plus fort que les mots. Une information inattendue, un signe de moins de présence policière dans le secteur du préfet pendant la diversion des Halles, ou une ruse. « Intéressant, Madeleine », répondit Dubois, son ton mesuré. « Très intéressant. » Il y avait des jeux qui se jouaient à plusieurs niveaux, et Valois était un pion dont l'allégeance restait une énigme, mais dont les actions pouvaient parfois servir d'indicateur. Le jour J se leva sous un ciel bas, lourd de promesses de pluie. Dès l'aube, le bruit sourd des camions allemands résonna dans le lointain, puis se fureta les sirènes, les cris, le chaos contrôlé qui montait des Halles. Von Richter avait lancé son opération avec une brutalité méthodique. Des quartiers entiers étaient là bouclés, des rafles commençaient. Le rideau de fumée était parfait. Pendant ce temps, dans la relative quiétude du 7e arrondissement, une autre scène se déroulait. Jean-Luc, le fantôme, et 2 de ses hommes se mouvaient avec une discrétion mortelle dans les rues désertes. Le préfet devait prendre ses fonctions officielles à 9 heures. Une réunion de routine avec des fonctionnaires de bas rang, une formalité dans un bureau provisoire de l'ancienne annexe du ministère. L'entrée de service, moins gardée, fut leur porte dérobée. Simone, perchée à une fenêtre de l'immeuble d'en face, un appareil photo dissimulé dans son sac, jouait le rôle d'observatrice silencieuse. Elle envoya un dernier message codé par un système de miroir à un contact plus loin, confirmant l'absence de patrouille mobile dans les rues adjacentes, une étrange coïncidence avec l'information de Valois. À 8h58, le préfet désigné, un homme au visage ingrat et à l'ambition mal dissimulée, entra dans son bureau. 2 minutes plus tard, la porte se referma derrière lui. Le bruit assourdi d'un claquement sec, un murmure étouffé, puis le silence. Pas un coup de feu. Le travail de Jean-Luc était toujours propre. Quelques instants après, 3 ombres furtives glissèrent hors du bâtiment, se fondant dans la brume matinale comme si elles n'avaient jamais existé. Le nouveau préfet n'avait même pas eu le temps de s'asseoir. L'État français avait fait son œuvre. Dubois se tenait à l'autel, prononçant l'homélie. Sa voix était calme, posée, mais son cœur battait au rythme des événements qu'il savait se dérouler ailleurs. Quelques minutes après 9 heures, un picotement nerveux dans sa chair lui indiqua que c'était fait. Le prix de la liberté était lourd, payé en vie et en âme. La nouvelle éclata en début d'après-midi, d'abord par un souffle d'étonnement dans les rangs de la police française, puis par une fureur contenue dans les bureaux allemands. Le préfet avait été retiré. Von Richter, apprenant la nouvelle alors qu'il supervisait les rafles aux Halles, sentit une brûlure glacée dans l'estomac. On venait de le prendre pour un imbécile. Pendant qu'il déployait ses forces dans un piège à rats spectaculaire, un loup silencieux avait frappé au cœur de son dispositif dans un quartier qu'il pensait sûr. L'audace était stupéfiante, l'exécution implacable. Le commandant serra les poings, son visage se tordant dans une rage froide. « Il n'y a pas de fantômes à Paris », gronda-t-il à son adjoint. « Seulement des hommes. Et je trouverai l'homme derrière cela, et je trouverai la bête. » Dans la solitude de son presbytère, Dubois buvait un thé amer. Il avait reçu le mot de Simone. L'oiseau est parti. Un succès. Mais un succès qui le laissait vide. Le poids de la décision, la vie prise, la violence orchestrée pesaient sur son âme comme un linceul. Il avait agi non en prêtre, mais en stratège, en bourreau. Le loup qu'il avait senti en lui s'était révélé et il avait frappé. Le pardon lui semblait plus lointain que jamais. Mais en regardant par la fenêtre, le ciel gris de Paris, il savait aussi que la liberté n'avait pas de prix que l'on ne puisse payer, même avec une part de son âme. La partie ne faisait que commencer. Et von Richter venait d'apprendre que la résistance n'était pas seulement une ombre, elle était une menace,